Face à face pour le second tour de l'élection complémentaire nyonnaise. Sur notre plateau, les deux derniers candidats en lice croisent le fer avant le résultat du 26 février. À gauche, sous la bannière rose verte, Valérie Mousner-Léger, bonjour. À droite, pour le PLR, Olivier Riesen, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. À mes côtés, Florian Cavalleri, le rédacteur en chef de Nyon Région Télévision, celui qui connaît la politique comme sa poche, qui connaît tous ses secrets, tous ses rouages, tous ses non-dits. Bonjour Florian, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Andrea. À la maison, pour vous aider à faire votre choix, on a réparti cette émission en deux temps. Tout d'abord, on s'intéressera à la gouvernance de cette ville, on va regarder vers l'avenir, et puis on s'intéressera aux enjeux de la politique nyonnaise. Chers candidats, que le meilleur gagne. Une seule consigne, des réponses claires et concises et droites au but. Florian, on pensait cette élection particulière et pourtant il y a comme un petit goût de déjà-vu avec un classique gauche-droite. Effectivement, André, après la crise qu'on a connue au niveau administratif et politique, on pouvait s'attendre à ce que les citoyens expriment un ras-le-bol dans les urnes, mais il n'en a rien été. Et si les candidats dits disruptifs comme Jay Reuters ou Pierre-Alain Dupuis ont fait des scores honorables, ils ont tous été distancés par les candidats issus des partis présents au sein de la municipalité et du conseil communal. Le 26 février prochain, l'analyse des résultats sera intéressante puisque plusieurs questions restent en suspens. Les partisans de Sacha Soldini, arrivé 3e le 5 février dernier, éliront-ils Olivier Riesen comme le candidat de l'UDC appelle désormais à voter? Valérie Mousner-Léger fera-t-elle le plein de voix parmi les électeurs de Jay Reuters? Vers quel candidat se reporteront les voix récoltées par Pierre-Alain Dupuis? Ou encore, enfin, le taux de participation qui a atteint 30% au premier tour va-t-il s'effondrer? En tout cas, une chose est certaine, il n'y a pas eu de tsunami contre la classe politique nyonnaise. Et pourtant, on en a beaucoup entendu parler de cette crise politique et administrative. Valérie Mousner-Léger, comment s'assurer que ces crises ne se reproduisent plus? Bon, déjà, il y a de très bons signaux qui viennent de la municipalité actuelle et qui fonctionnent. D'une part, au SAG, la nouvelle organisation est en place. Au RH, la nouvelle équipe va se mettre en place dans quelques semaines. Et puis surtout, le très bon signal de la semaine dernière avec l'accord sur le nouveau règlement du personnel. Ça, c'est des bons éléments de base. Un règlement dont on ne connaît pas encore tout à fait les contours. Mais pour vous, Valérie Mousner-Léger, la crise administrative et politique est terminée? Je crois, oui. On est tout à fait optimiste dans ce... Je suis assez optimiste en réalité. Même question pour vous, Olivier Riesen. Est-ce que la crise politique et administrative est terminée? En tout cas, la crise au sein de la municipalité, oui, elle est terminée. La crise administrative, ça, on le verra bien. Pour répondre à votre question, dans le futur, maintenant, il va falloir mettre en place des outils de gouvernance, en fait, qui vont pouvoir permettre de mieux gérer, de mieux observer ce qui se passe, puisque l'administration nyonnaise grandit de plus en plus. Et puis, c'est juste un outil moderne et adapté à la gestion d'une administration publique, pardon. Mais comment vous allez faire pour vous assurer que ça ne se reproduise plus? Comme je dis, en mettant en place des outils de gouvernance, mais également aussi en étant proche du terrain, en observant ce qui se passe, en allant discuter avec les gens, parce que ce genre de problème n'arrive jamais tout seul. Donc il y a toujours des prémices, et puis il faut savoir les reconnaître. Et puis à partir du moment où on les reconnaît, après, il faut essayer d'agir très rapidement, voire même d'anticiper tout ça. Ouais, anticiper et travailler également avec le législatif. Valérie Mousner-Léger, on entend beaucoup dans ce Conseil nyonnais dire qu'il y a peut-être un manque de transparence entre l'exécutif et le législatif, qu'il y a un manque de confiance. Comment rétablir tout ça? D'abord, je voudrais revenir sur l'étude du climat, qui sera, climat social en l'occurrence, qui sera un des outils qui sera à la disposition de la municipalité. Et pour ma part, j'aurai un grand sens de l'écoute des éventuelles souffrances, parce que même avec des bons outils, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. Et je voudrais revenir aussi sur finalement les prémices de cette crise, puisque si en 2019 la droite avait voté la mise en place des ETP pour l'étude du climat social, peut-être que la crise aurait été d'une moindre ampleur. Olivier Riesen, vous vous en sentez responsable? Non, parce que très clairement, cette crise, elle a montré que c'était premièrement une crise de personnes, et puis qui a après, on va dire, eu un impact beaucoup plus important et beaucoup plus grand en raison, on va dire, de deux clans qui s'étaient formés. Alors, on a beaucoup dit qu'une des sources de cette crise, en tout cas du manque de transparence, c'était le fait que l'exécutif aille mal communiquer. Est-ce que vous avez ce sentiment et si oui ou non, comment vous auriez communiqué?
Alors, sur l'aspect qui concerne ces fameuses procédures judiciaires... Vous étiez un des partisans de cette transparence au tout début de cette crise. Alors, pour cet aspect-là, pour la municipalité, c'est extrêmement difficile de communiquer puisqu'elle ne peut tout simplement pas, parce qu'elle doit respecter la personnalité et la protection des données de ces personnes. Ensuite, sur, on va dire, l'aspect plus général de la crise, c'est-à-dire le côté administratif, oui, je pense qu'on aurait pu communiquer plus vite, plus rapidement, et on aurait pu sortir des éléments au moment où ils étaient connus. Parce qu'en fait... Lesquels ? Par exemple, ce problème d'organisation du SAG, ce problème de responsabilité du secrétaire municipal, ce genre de choses, ça s'est cristallisé en fait assez rapidement. Puis ça, je pense qu'on aurait pu le communiquer plus rapidement, notamment aux législatifs, pour répondre à votre question. Ouais, aujourd'hui, ça passe par un cahier des charges qui sera notamment mieux défini dans ce nouveau règlement du personnel. Est-ce qu'il faudrait également peut-être un cahier des charges d'un municipal ? De toute façon, la loi sur les communes encadre assez exhaustivement, plus le règlement de la municipalité encadre la manière de faire. Donc on est dans des rails assez classiques, il faut classique, mais pourtant on a l'impression que parfois le Conseil ne comprend pas vraiment le rôle d'un ou d'une municipale. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Alors oui, d'autant plus qu'au Conseil, il faut savoir qu'il y a 40 nouvelles têtes. Donc il y a un effort de pédagogie qui a d'ailleurs eu lieu à notre initiative du bureau avec mon rôle de présidente de conseil communal, qui était de faire venir et faire revenir le préfet et puis la DGAIC pour expliquer justement le rôle du conseil communal et de la municipalité et jusqu'où la municipalité ne pouvait pas aller vis-à-vis du conseil pour respecter le secret de la fonction et la protection de la personnalité. Mais alors, comprendre les rôles respectifs, c'est bien, mais à un moment, il faut quand même communiquer. Comment on explique une crise telle qu'on a connue au conseil communal? Vous-même, vous auriez directement expliqué, suite à votre prise en fonction, ce qui s'était passé? Ou bien clairement, on doit respecter le secret de fonction et ce qui est dit toutes les semaines au sein du collège municipal ne doit pas sortir du collège municipal. Donc vous n'auriez rien dit? À l'avenir, on fera en sorte, en tout cas j'essaierai d'être à l'écoute suffisamment tôt pour que s'il y a un souci, il soit réglé au niveau du collège municipal. Et puis que toute la transparence possible soit donnée. Mais je comprends la frustration aussi des habitants que je rencontre qui disent « mais finalement, on n'a pas le fin mot de l'histoire ». Je comprends très bien, mais ça fait partie de la suite de cette crise. Finalement. Olivier Riezon, vous aussi, vous auriez d'abord réglé cette crise au sein du collège avant de peut-être communiquer? Deux choses. La première, au niveau du législatif, c'est moi qui avais demandé cette fameuse séance extraordinaire justement pour avoir des informations. Donc c'était un moyen d'avoir et d'obtenir des infos dans l'échange avec la municipalité. Maintenant, en ce qui concerne la municipalité, moi je peux comprendre que quand on est face à un tel problème, que c'est difficile de communiquer au départ. Mais on peut communiquer un certain nombre d'éléments assez rapidement quand on a une bonne connaissance en fait, des procédures et du fonctionnement du système. On aurait pu faire plus vite, peut-être pas tout, ça c'est certain, puisque quand ça touchait les personnes, là, la protection, la personnalité doit être respectée, mais pour tous les autres aspects, on aurait pu communiquer beaucoup plus vite, et puis après, le délibérant aurait eu les informations et aurait pu poser les questions qu'il voulait. Alors vous, municipal, lors de cette fameuse séance, vous auriez dit quoi ? Moi, j'aurais fait clairement la différence entre les procédures et ce qui touche les personnes, donc l'aspect judiciaire, et puis l'aspect organisationnel qui a été révélé par le rapport Muller, notamment le cahier des charges ou l'absence de cahier des charges du secrétaire municipal. Ce genre de choses, on aurait pu le communiquer tout de suite. Et puis, on aurait pu donner cette information, dire au Conseil ce qui a été fait. Puis, une fois qu'on a dit au Conseil ce qui a été fait, on aurait pu aussi beaucoup plus rapidement travailler sur ce cahier des charges. Et ça aurait peut-être évité, par exemple, donc, le cahier des charges pour le secrétaire municipal, et ça aurait peut-être évité une forme d'escalade par la suite. Alors, ce fameux rapport Muller, cet audit commandé par la municipalité sur le fonctionnement du SAG, vous l'auriez rendu public, peut-être en caviardant les noms, mais enfin, vous auriez communiqué sur la substance? Au risque de me répéter, tout ce qui touchait évidemment les personnes, non, on ne peut pas le rendre public. En revanche, les aspects qui touchaient les côtés organisationnels, bien sûr, ça on peut tout à fait imaginer que ça aurait pu être rendu public, puisque en fait, dans le déroulé, rien ne l'empêchait.
Très On bien. va passer à présent à la thématique suivante et à la deuxième partie de cette émission et aux enjeux et à la vision politique de nos candidats. Florian, si l'on dit cette élection particulière, c'est bien parce qu'aujourd'hui, les candidats vont devoir s'inscrire dans un programme de législature déjà établi. Eh bien, c'est ça, on est dans une complémentaire. Donc, nos deux candidats vont devoir rejoindre un collège municipal qui est en place avec une vision politique qui n'est pas un programme de législature, mais une vision à l'horizon 2030. Ils vont devoir exister, montrer leurs idées, montrer leur personnalité, tout en respectant ce qui a déjà été mis en place. Olivier Riesen, durant cette campagne, on entend beaucoup dire votre adversaire, Valérie Mousnier-Léger, qu'elle n'aura aucun problème à s'insérer dans cette feuille de route puisque c'est un programme issu de la plateforme Rose Verte. Votre avis ? Bon, ça, c'est l'avis de Mme Mousnier-Léger. En ce qui me concerne, ce programme de législature, il existe. Certes, c'est un cadre, mais ce cadre est aussi appelé à évoluer. Si maintenant il y a un rééquilibrage qui se fait au sein de la municipalité, on peut tout à fait imaginer que sur certains points et sur certains aspects, il y a une autre discussion. Et puis je rappellerai qu'en réalité, ce sont un peu des lignes de conduite pour 2030, et puis que dans le cadre de ces lignes de conduite pour 2030, il y a des adaptations qui pourront être faites de manière ponctuelle. Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous déplaît dans ces lignes de conduite ? Alors, très clairement, ce qui me plaît, c'est toutes les mesures qui sont prises en fait pour améliorer le bien-vivre à Nyon, et puis les 2-3 projets importants qu'on a et qui doivent être faits, notamment le parc Pertan. Ça, c'est une attente qui est là. Avec parking. Avec parking, bien sûr. Plus grand le parking ? Non, le parking tel qu'il est prévu aujourd'hui à 450 places. D'accord. On reste dans les codes de ce qui a été discuté au sein du législatif et puis sur proposition de l'exécutif, c'est ça. Oui, parce que c'est dans ce sens-là que l'étude a été menée, et c'est dans ce sens-là que les crédits ont été votés pour faire l'étude. 450 places, ça veut dire, dans l'idéal, c'est 400 places pour les gens qui doivent se déplacer, pour aller au commerce, pour aider avec des proches aidants. Et puis 50 places, on pourrait les imaginer pour les laisser aux résidents sous forme de location. Tout de même, vous parlez d'un rééquilibrage. Alors, qu'est-ce qui vous déplaît dans ce programme ? Qu'est-ce qui peut être remis ou qu'est-ce qui devrait être corrigé ? La dépense et la dette. La dépense et la dette, aujourd'hui, on a eu un petit coup d'accélérateur quand même. Je rappelle qu'on a monté le plafond d'endettement. Ça devient problématique aujourd'hui. Les taux d'intérêt augmentent. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudra faire très attention et surtout prioriser les projets. Olivier Riesen, je me permets de vous interrompre parce que vous touchez déjà au porte-monnaie. J'aimerais qu'on s'intéresse à cette problématique d'ici quelques instants et qu'on continue à s'intéresser à cette problématique de la mobilité, puisque lors du dernier Conseil, on avait senti ce clivage entre la gauche et la droite, notamment avec ce préavis qui concernait Usteri, à savoir que faire de cette place et de cette cour des marchandises. Valérie Mousnier-Léger, la gauche a souhaité conserver cet espace pour mieux revaloriser. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, la gauche a une vision pour sa ville qui est différente de la droite. Est-ce que vous pouvez nous l'exemplifier et nous donner la vôtre ? À quoi doit ressembler Nyon et sa ville de demain ? Alors l'objectif 2030, c'est évidemment, pour moi, le rêve, ce serait une ville complètement en transition. Ça veut dire qu'un maximum de citoyens soient emparés de cette problématique pour diminuer les gaz à effet de serre, pour vivre ensemble de manière plus harmonieuse et avoir, d'un point de vue mobilité, pour être très concret, une ville apaisée, c'est-à-dire où les transports publics sont en majorité, la mobilité douce prend une part très importante, et c'est l'objectif notamment de ce parc Pertan aussi, d'être autour avec une circulation apaisée. Alors moins de voitures, clairement, parce que là le débat était quand même porté sur la création de places de parking aussi. Oui, je vais y répondre peut-être, c'était la taille du parking. Vous êtes contre la voiture en ville, vous êtes pour On a parlé de Pertan, de 450 places, Olivier Riesen semble contenté. Avec ça, on sait que le débat maintenant, il porte aussi sur une place Pertan sans parking. Non, alors, la taille idéale, je vais vous la dire, aussi petit, un nombre aussi faible que possible, mais aussi grand que nécessaire. Donc moins de 450, et effectivement, il faudra rester dans quelque chose qui est acceptable socialement et puis économiquement, puisqu'on a un tissu économique à faire vivre. Vous dites une ville en transition, c'est-à-dire quoi ? Plus d'aménagement temporaire encore pendant cette période de transition ? Non, par contre, c'est le vivre ensemble est fondamental. Par exemple, au nord de la ville, on s'aperçoit que les espaces publics de qualité manquent, d'où
Donc ça, c'est un point sur lequel les habitants reviennent. Mais c'est quoi un espace de qualité, finalement? On peut peut-être prendre la zone de la Bieta, qui avait fait aussi un clivage gauche-droite avec ces villas et ce projet en construction. 17 villas qui pourraient s'installer sur cette zone-là, la zone nord, comme vous venez de le mentionner, Valérie Mousnier-Léger. Ça veut dire quoi? On en fait quel type de quartier, par exemple? Eh bien, je suis sur le terrain maintenant depuis novembre, et puis on me parle toujours de 2 sujets. Premier sujet, la cherté des loyers et logements abordables. Non, mais ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur les loyers. Si, puisque à chaque fois qu'on a un promoteur en face, il faut appliquer la L3PL qui impose d'avoir 25% des logements avec un loyer encadré. Si on prend juste un chiffre, on a 11 000 logements sur Nyon et seulement 500 avec des loyers encadrés. Donc il faut pas parce que la ville a peu de parcelles communales aussi pour Non, c'est alors typiquement sur Bieta, c'est un regret, on aurait pu faire un peu plus dense. Sur Martinez, si les logements abordables, c'est vraiment la clé du respect de la mixité sociale, et c'est fondamental pour nous et pour la plateforme de gauche que je représente, du POP, des Verts et des socialistes. Olivier Rizan, à l'époque, on a beaucoup entendu dire à la municipalité qu'il fallait prendre le temps de réfléchir à comment construire sur ce futur quartier de la Bieta. Qu'en pensez-vous? Il y avait un projet. Bon, certes, ce n'est pas un promoteur. On est au nord de la ville. L'endroit où c'était situé, ça me paraissait bien, parce qu'il y a d'autres villas autour. Donc, sur cet aspect-là, moi, je n'avais pas vraiment un problème, en fait. Et surtout, avec quel type de logement? Alors, ces villas qui avaient été prévues, je pense que c'était une bonne solution parce qu'en plus, ça permettait de bien protéger le cordon de Las qui était à côté. Donc ça le projet ne me gênait pas, pardon. D'une manière générale, est-ce qu'il faut densifier? Alors, nous sommes obligés de densifier parce que c'est la politique voulue par le canton, c'est la politique voulue par la loi sur l'aménagement du territoire. Donc oui, on est obligé de densifier. Mais on détruit des zones villas puis on construit des petits immeubles locatifs? Pas nécessairement, bien que ça se fasse assez régulièrement. Mais densifier, il y a encore des zones où on peut les exploiter et densifier, par exemple Martinez ou Usterie. Et là, on peut tout à fait imaginer de créer des bonnes bâtisses avec des logements et mixité de loyers. Alors ça, c'est pour des nouveaux quartiers, mais dans les quartiers existants, on voit qu'il y a beaucoup de propriétaires qui arrivent à la retraite, voire qui arrivent à l'âge d'aller en EMS. Qu'est-ce qu'on fait? On rachète, on reconstruit, on pousse les propriétaires des parcelles à construire des petits logements avec plusieurs appartements, ou on préserve ces zones villas et puis on laisse finalement peut-être, j'allais dire, l'électorat PLR vivre dans ces murs. Autant que possible, oui, il faut les protéger, ces zones villas. Il n'y a pas de raison de les détruire. Et puis, il n'y a surtout pas de raison de détruire une villa, puis de faire un petit immeuble, puis à côté de garder d'autres villas. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, ces zones villas en ville de Nyon. Donc, autant que possible, les préserver. Et puis, bien sûr que dans d'autres endroits, quand on est face à des vieilles bâtisses, là, il faut optimiser la construction et avec tout ce que ça comporte aussi au niveau énergétique et écologique. D'accord. Valérie Mousnier-Léger, vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec l'idée qu'on doit densifier et surtout tenir tête aux des promoteurs qui, évidemment, préfèrent faire des villas à 3 millions que des logements à loyer abordable. Et en l'occurrence, mon profil d'acheteuse professionnelle fait que je sais résister à des promoteurs qui voudraient, effectivement, faire en sorte qu'il n'y ait plus que des quartiers villas avec des prix au mètre carré qui sont entre 14 000 et 19 000, ce qui évidemment n'aide pas chaque Nyonnais à devenir ni propriétaire, et s'il devient locataire, les loyers seront évidemment trop élevés. Une petite question, est-ce que vous êtes propriétaire vous-même? Oui. J'ai cette chance. D'une villa ou une maison, comment on appelle, une maison jumelle. D'accord. En pleine rénovation énergétique. Est-ce que, par exemple, pour aller avec les idéaux de la plateforme Rose Verte, vous seriez prête à aller habiter dans le nouveau quartier de la Ceuta, pour montrer l'exemple, en tant que municipal, par exemple? Bon, alors, comme je suis propriétaire, je pense que j'ai pas... vous pouvez revendre. Ouais. Non, là, je vais vous demander de répondre par un oui, par un non? Je peux vous dire oui, mais en réalité, je suis bien où je suis et je ne vais pas déménager. C'est pour ça que je rénove énergétiquement la maison. Donc, et vous, Olivier Rizan? Pas d'hypocrisie. Pas d'hypocrisie, vous restez propriétaire dans non, là, je suis en pleine rénovation énergétique, donc là, vraiment, j'ai envie d'y rester.
Olivier Riesen, le bien vivre ensemble. Donc, nous ne sommes le pas quartier de la Ceuta. Nous ne sommes pas propriétaires avec mon épouse, nous sommes locataires. Dans ces villas, il y a un ensemble de bâtiments qui est très sympa. Et je pense que ça pourrait être... Ouais, non, là, on parle de la Ceuta, vous savez, ce qui va remplacer cet immeuble qu'on dit le mur de la honte. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à aller y habiter et puis promouvoir le bien vivre ensemble, vu que vous allez intégrer une municipalité qui promeut justement le bien vivre ensemble? Mais justement, si je me souviens bien, si j'ai bien le projet en tête, ce sera un complexe de plusieurs petits immeubles avec... des cours intérieurs. Voilà, cours intérieurs avec certains appartements qui sont très sympas. Absolument, ça peut tout à fait être envisageable. Comme tout le monde, je vieillis et un jour, pourquoi pas, avoir un appartement de plein pied qui permet d'avoir... Avec un balcon transversal. Par exemple, ouais, un joli petit balcon transversal, ouais, par exemple, ouais. Parfait. Florian qui pose des petites questions personnelles et taquine, ça nous plaît, dites donc. Bon, on va s'intéresser aux finances, on aura 4 minutes pour le faire, ça va être très frustrant et intense. Comment gérer les investissements? Que faire de la dette? On en a parlé tout à l'heure. Valérie Mousnier-Léger, faut-il augmenter les impôts? Alors, j'ai répondu déjà 2 fois à ce sujet. La réponse reste non, négative. Pourtant, il y a eu plusieurs tentatives. Si vous devez vendre une hausse d'impôts, comment vous faites? Ah non, mais les choses sont très claires. Le référendum a eu lieu il n'y a pas si longtemps, donc on respecte la volonté populaire. Du coup, ça passera par quoi, le financement? Des subventions, des partenariats publics-privés? Alors, il faut vraiment se méfier avec ces partenariats publics-privés, parce que si c'est pour financer des investissements, par exemple Colovray, qui est essentiel pour le bien vivre, notamment parce qu'un certain nombre de sportifs nyonnais et non nyonnais attendent désespérément des salles et des équipements complémentaires, donc c'est 30 millions, ce n'est pas rien. On peut attendre un financement cantonal d'environ 5 millions. Ni l'UEFA, ni la FIFA n'entrent en matière pour nous financer, donc il faudra se financer nous-mêmes. Donc on peut retrouver, le partenariat public-privé, qu'est-ce serait-il? Qui nous aide à financer et puis qu'ensuite on doive payer sous forme de loyer pendant 2 fois ou 3 fois le prix de ce qu'on a emprunté? Je ne vois pas l'intérêt, mais peut-être il existe. Je ne suis pas fermée. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt, Olivier Riesen, à ces partenariats publics-privés? Mais bien sûr. Parce que, contrairement à ce qu'on vient de vous dire, on n'est pas du tout obligé de lâcher la souveraineté sur ce bâtiment de la ville de Nyon. Puis on n'est pas non plus obligé de signer un contrat où on devrait être en location. L'UEFA, par exemple, le futsal, c'est un sport qui se développe énormément. Il faudrait idéalement approcher l'UEFA, voir dans quelle mesure ils seraient intéressés, puis peut-être qu'ils sont tout à fait d'accord de payer une partie, et pour avoir un droit d'utilisation, mais sans que nous, on en perde la souveraineté et sans qu'on doive se lancer dans de nouvelles dépenses sous forme de loyer. Ça me paraît complètement... Je m'excuse, mais il ne faut pas maintenir l'illusion que l'UEFA entre en matière. Le syndic est formel, il n'entre pas en matière. Alors, si c'est pour après dire que le partenariat public-privé n'a pas fonctionné, c'est pour faire quoi? Pour refuser ce projet alors que vous avez refusé le crédit d'études, monsieur Riesen? Nous ne le savons pas. Il faut que ça soit clair vis-à-vis des électeurs et électrices. Soit vous allez soutenir ce projet, soit vous n'allez pas le soutenir. Si on n'a pas ce partenariat public-privé qui se fait, allez-vous voter oui ou contre ce projet? En tout cas, moi je sais, je vais m'attacher à ce que ce projet se réalise. Il me semble que j'ai été très clair à plusieurs reprises sur ce sujet. Bien sûr que je soutiens ce projet de complexe sportif de Colovray. Pourquoi? Parce qu'il y a des subventions à aller chercher au canton, chez Nyon Région, le partenariat public-privé, on peut l'envisager. Si ça ne marche pas, eh bien, on trouvera le financement nécessaire avec l'existant aujourd'hui dans la ville de Nyon. Mais pourquoi avoir refusé le crédit d'études, comme le dit Mme Mousnier-Léger? Moi, je n'ai pas refusé le crédit d'études, j'étais dans la commission. D'accord. OK, parce qu'il me semble que c'est ce que vous sous-entendez, non? Oui. Ah non, moi j'étais dans la commission, j'ai examiné... Tout le monde pourra vérifier. Alors on fact-checkera tout ça, comme on dit ultérieurement, mais tout de même, Olivier Riesen, alors le budget 2023, il présente un excédent de charge de 11,1 millions de francs sur un budget total de 252,9 millions. Si l'exécutif décide d'une hausse d'impôts, comment allez-vous mener campagne? Comment allez-vous vendre cette hausse d'impôts à la population, voire à votre groupe qui était dans le comité référendaire contre la dernière hausse d'impôts? Alors, cette hausse d'impôts, je la pense relativement peu probable, étant donné que... Imaginons. Voilà, imaginons, bien sûr que je serai collégial, mais je me permettrai aussi de faire part de mes convictions et de mes opinions. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, au vu... Le collège,
il parle d'une voie. Donc, allez, on est dans une optique où le collège décide d'une hausse d'impôts. Comment vous faites? Comment vous ralliez votre groupe à cette hausse d'impôts? Mon groupe, il restera libre de penser et de faire ce qu'il veut. Comme j'ai dit, la collégialité sous-entend que, effectivement, on devra défendre cette augmentation d'impôts, mais on a quand même le droit d'avoir ses convictions et de les garder et, cas échéant, de les exprimer. D'accord, mais des fois, il faut trancher, il faut faire des majorités. Comment vous faites ces majorités pour faire passer un projet? Par exemple, restons sur cette hausse d'impôts. Comment quelle stratégie vous auriez pour rallier la majorité à une hausse d'impôts sans qu'il y ait une partie du Conseil qui fasse un référendum ensuite? Mais encore une fois, cette hausse d'impôts, pour moi, aujourd'hui, elle est... Non, mais je sais bien, on imagine, on se dit, tiens, les finances vont de plus en plus mal, et puis tout d'un coup, il faut y arriver. Surtout que j'imagine que vous deux, en tant que candidats, si vous êtes élus, vous aurez envie de vous représenter en 2026, la prochaine législature. À ce moment-là, peut-être que cette question reviendra sur le tapis et qu'elle sera pertinente. Alors, admettons que, dans l'esprit de la municipalité, une hausse d'impôts se justifie. À ce moment-là, il faudra l'expliquer. Pourquoi? Et il faudra donner aux délibérants toutes les explications nécessaires pour qu'ils puissent après prendre une décision en toute souveraineté. Voilà, ça c'est ce que je ferai. D'accord, la dernière fois, il y a eu un référendum spontané, le délibérant Sofferer a accepté, et puis il y a des éléments de la droite qui sont montés en comité pour mener un référendum. Alors comment vous faites pour communiquer avec la droite du Conseil et leur dire « mais non, il faut faire une hausse d'impôts, on ne part pas en référendum, voilà les raisons ». Enfin, comment vous en prenant les éléments concrets et factuels qui, dans l'esprit de la municipalité, à ce moment-là, justifieraient une augmentation d'impôts. Ça, je pense qu'il faut être en parfaite transparence. Puis après, le délibérant, il prend sa décision. On va clore le dossier des finances ici avec une question rapide qui m'a intéressée, qui m'a interpellée. La législature 2026, vous y pensez, Valérie Mosner-Léger? Est-ce que vous serez candidate? Alors, oui ou non? Pour l'instant, je n'y pense pas du tout, puisque, a priori, je pense au 26 février. Donc, je suis vraiment concentrée sur cette élection. Olivier Riesen, est-ce que vous serez candidat en 2026? Step by step, aujourd'hui on va voir ce qui va se passer. Revenir juste sur un point, le complexe Colovray, je ne l'ai pas refusé. On avait demandé un renvoi en municipalité, pour être tout à fait clair et précis. Voilà qui est dit, mais quand même on vérifiera tout ça. Merci beaucoup. On va à présent ouvrir la boîte de Pandore pour les 3 dernières minutes qui nous restent. J'aimerais déjà connaître la ville de vos fantasmes. Valérie Mosner-Léger, quel projet souhaitez-vous voir éclore? Donc on a 2 axes majeurs. Alors, sans parler d'axe, un projet dans votre ville de fantasmes et de vos rêves. Qu'est-ce que vous feriez pour Nyon? Il y a réalisé le parc Pertan et la passerelle de mobilité. Et puis aller à fond sur les économies d'énergie. D'accord, ça, quelque chose qui existe déjà. Voilà, exactement. Je rejoins la Florian. Alors, alors j'en ai un autre. Lutter beaucoup plus efficacement contre le gaspillage alimentaire. Parce qu'il y a des gens qui sont précarisés à Nyon et on jette des tonnes de denrées alimentaires toujours consommables. C'est une petite chose. Donc là, on arrive à un partenariat public-privé. Finalement, vous allez vers les distributeurs, vous leur dites les invendus, on les redonne à la population. Il s'agit de soutenir des initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives en termes de transition. Elles sont à soutenir par la municipalité pour leur donner plus de visibilité. Et puis, ce projet-là permet de nourrir les plus précaires et puis aussi d'éviter tout ce gaspillage alimentaire. Eh bien, on va aller chercher, c'est pas à la municipalité de le faire, mais soutenir cette initiative Lost Food Project, par exemple. Et puis que le déchet de l'un devienne la ressource de l'autre. On a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Olivier Riesen, dans la ville de vos fantasmes, le projet que vous souhaitez voir éclore? Les rives du lac. Mieux exploiter en fait notre accès au bord du lac. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. On peut créer plusieurs petits biotopes. On peut avoir un mélange entre le côté loisir un peu pour les gens pour pouvoir descendre et puis l'aménagement de différents biotopes. Florian, je vous laisse 1 minute en tête-à-tête avec Olivier Riesen, la même chose que pour Valérie Mosner-Léger. J'allais dire, c'est compliqué parce que les rives du lac appartiennent au canton et puis effectivement, il y avait déjà eu un projet porté par votre collègue municipal, un collègue de parti, municipal Maurice Gué. Et puis, on a l'impression que ça fait un peu plouf. D'accord, mais l'aménagement du port,
c'est dans les mains de la ville. Les 3 jetées, c'est dans les mains de la ville. La jetée vers le débarcadère, c'est aussi dans les mains de la ville. Ponctuellement, on peut réfléchir à beaucoup de solutions pour améliorer ceci, puis apporter du bien-vivre à la population. Puis la deuxième chose que moi je ferais, je mettrais vraiment l'accent en matière de construction, sur la récupération de matériaux, parce que je trouve qu'on n'en fait vraiment pas assez. Et là, il y a un vrai grand potentiel pour économiser du CO2 et puis diminuer nos émissions de CO2. Olivier Riezon, pourquoi voter pour vous ? Parce que je suis pragmatique, je garde les pieds sur terre, j'ai une compétence de juriste qui aujourd'hui peut, à mon avis, être très utile à la municipalité puisque le domaine public se complexifie de plus en plus et se régularise de plus en plus. Une réponse en 20 secondes, Valérie Mosner-Léger, pourquoi voter pour vous ? Parce que j'ai l'esprit d'équipe, que je vais m'intégrer tout à fait facilement avec le collège municipal et que le train est en marche et que j'ai à cœur d'appliquer cette feuille de route très ambitieuse. Pour le climat et pour le bien vivre ensemble. Pour le climat et pour le bien vivre ensemble. Désolée de vous avoir interrompu. On va passer à ma toute dernière question. Un exercice assez difficile, je l'admets, cher candidat. J'aimerais que vous croisiez le fer, un qualité et un défaut de votre adversaire, Olivier Riezon. S'il y avait une qualité et un défaut à donner de votre adversaire, ça serait lesquels ? La qualité, c'est le sens de l'analyse. Le défaut, c'est... comment expliquer ça ? Il y a la transcription parfois de certaines idées n'est pas nécessairement facile à suivre. Valérie Mosner-Léger, même exercice. La qualité et le défaut de votre adversaire, Olivier Riezon. C'est un démocrate qui croit aux institutions. Ça, c'est la qualité ou le défaut ? C'est une qualité. Un manque d'empathie. Manque d'empathie pour le défaut, voilà qui est dit. Florian, une dernière petite question, je sais que vous aimez bien, une dernière petite question, ou est-ce qu'on laisse faire le sort des urnes faire Alors moi j'ai tout de même une question. S'il faut trancher, est-ce que vous tranchez ou est-ce que l'objectif premier, c'est toujours d'intégrer ce collège qui est déjà constitué et d'être dans le consensus vraiment de l'entier des 7 municipaux, vous y compris, Olivier Riezon? L'idée, bien sûr, c'est de s'intégrer dans ce collège, de travailler dans ce collège avec convivialité et compétence. Et puis après, bien sûr que sur des sujets, il faut trancher. Il y a des décisions qui doivent de temps en temps être prises. Et puis certaines seront peut-être prises à l'unanimité ou bien certaines feront l'objet de majorité au sein de ce collège. Et vous, Valérie Mosner-Léger, est-ce que vous êtes capable de trancher ou Ah oui. Même contre l'avis du reste du collège ? Non, j'écoute beaucoup les avis, surtout quand ils sont en contradiction, puis j'essaye toujours de convaincre. Et puis, vous êtes plus dans le consensus ? Je suis dans le consensus, mais quand il y a à affirmer des positions, je le fais. Et quitte à prendre des décisions difficiles, je le fais à titre professionnel de manière assez régulière. Voilà qui vous aidera peut-être à faire votre choix à la maison. En tout cas, on l'espère. Résultat du vote. Rendez-vous le 26 février en ville de Nyon. Évidemment, Nyon Région Télévision y sera. Valérie Mosner-Léger pour la gauche et sous la bannière rose-verte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous. Merci. Olivier Riezon pour le parti et le PLR, candidat pour la droite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous également. Merci de m'avoir reçu et très bonne journée. Florian, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve donc le 26, j'imagine, pour le résultat de ces élections. Exactement, nous serons en direct sur la place du Château et je pense que nos 2 candidats y seront aussi. On aura donc le plaisir de récolter leurs réactions suite à cette élection qui sera tranchée. Tranché, ça c'est sûr. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous le 26 février. Bonne suite de programme. À très bientôt.